32 degrés à Kindono et environ. Mesdames et messieurs, bonjour, les titres. On s'intéresse dans ce journal à un phénomène de mode, le port des bracelets artisanaux qui est devenu ces derniers temps une tendance chez jeunes et vieux. Une équipe de la rédaction a cherché à comprendre les motifs de ce phénomène, le reportage à suivre. Et puis, lever les obstacles qui freinent l'accès à la justice et offrir un cadre plus sécurisé aux personnes victimes de violences. C'est l'objectif de la rencontre qui a réuni médecins, magistrats et acteurs sociaux à Paraco cette semaine. Les précisions à suivre. À nouveau, bonjour. Ils sont faits de perles, de cordes et d'autres matières premières. Ils sont accessibles à toutes les bourses, s'adaptent à tous les accoutrements et à toutes les occasions. Adoptés par petits et grands, les bracelets artisanaux sont de nos jours dans la classe de ces petits accessoires de mode qui ont la cote. L'une de nos équipes s'est intéressée au phénomène pour comprendre ses fonctions et les motifs de l'appétit développé par les Béninois. Voici le reportage de Hugues Véingbe et Jocelyn Mariga. Au poignet d'Isaac, cet après-midi, 2 bracelets artisanaux. L'étudiant en première année justifie le port de ces parures par leur esthétique. Bon, je ne sais pas pour les autres, personnellement, moi je porte ça parce que je vois que ça embellit la main, ça fait plus présentable. Comme lui, beaucoup de Béninois optent pour cet accessoire de mode pour ajouter une touche particulière à leur style vestimentaire. Cependant, les qualités recherchées ne sont pas toujours les mêmes. Certains préfèrent les bracelets à valeur spirituelle. Bon, au fait, j'ai acheté ça à l'église. C'est un objet de piété qui me protège partout où je passe contre les mauvais esprits. Comme je vends aussi au bord de la voie, ça va me protéger aussi, c'est un peu ça. Et c'est un joli truc qui est sur ma main aussi. Ça me donne un peu de sécurité et ça me rassure quand je porte les bracelets qui entrent dans la piété. Église, boulot, restaurant, cérémonie, ces ornements sont pour les adeptes un véritable passe-partout. Selon l'artisane, il joue également un rôle non négligeable. Les gens viennent acheter pour offrir, soit pour les anniversaires, soit pour les gens qui voyagent, pour offrir comme cadeau. Et bon, quand ils arrivent dans leur pays d'origine, ils donnent ça à leurs amis. Cerise sur le gâteau, le bracelet artisanal ne coûte pas cher. Les prix varient de 1000 francs à 2000, 2500, ainsi de suite. Ça dépend de la pierre et ça dépend de la perle aussi. Il y en a qui sont totalement moins chers. Vous avez par exemple les petits bracelets qu'on vend à 100 francs. La fabrication de ces bijoux, fruit d'un travail 100% manuel, requiert une association de matières premières et du temps. Nous, on achète les fils de perles, mais on préfère surtout les pierres parce que ça a des vertus. Et avec ces fils-là, on fabrique nos bracelets. Il me faut au moins 1 heure de temps. Au moins, si la personne est un peu rapide, c'est 1 heure. Hématite, œil de taureau, œil de tigre, cori. Sur le marché, les bracelets artisanaux présentent une variété de motifs à la satisfaction de tous les goûts. Des bracelets, on passe aux peluches qui sont bien adoptées par certaines personnes au Bénin. C'est peut-être étonnant à première vue dans un contexte africain et particulièrement béninois, mais une réalité constatée dans un tour de ville à Cotonou et à Bomey-Calavi. Les clichés relatifs à de supposés risques de refuge d'esprit indésirés ou autres n'empêchent pas l'affection particulièrement éprouvée par certains à ces jouets. Les peluches sont des compagnes en représentation des conjoints absents et bien plus. C'est ce que nous disent William Pécan et Simon Roulono. En laine ou en coton, à poils longs, rembourrée en forme de jouet, elle est faite pour réconforter. La peluche est aussi un accessoire de décoration, souvent en forme d'animal ou précisément d'un ours, pour se faire appeler nounours en langage enfantin. Ce n'est pas une chose d'ailleurs. Ici au Bénin, beaucoup de gens aiment bien les peluches pour célébrer l'amour à la Saint-Valentin. En temps ordinaire, d'autres en font aussi des cadeaux d'anniversaire ou de fêtes de fin d'année dans des styles variés. Ça, c'est un calénou. En quoi? Un calénou.
Ça sert à faire quoi? Ça, c'est un cœur en peluche qu'on peut offrir à une femme qui est en marque d'affection. Il y a des femmes qui sont peut-être à l'extérieur, qui nous contactent et prennent ça pour leur mari, pour qu'il puisse avoir un compagnon à côté. Là, c'est le nounours, c'est un compagnon et qui est avec son mari ou son conjoint. Mais il y en a également qu'on livre aux hommes parfois. Ce n'est pas l'apanage des couples d'adultes. De jeunes amoureux s'offrent aussi les peluches et même des parents à leurs enfants. On l'achète aux enfants. Cela sert à la décoration comme pour les besoins de représentation dans la religion vaudou-tron. Comme le dit Dame Christine, du haut de sa dizaine d'années d'activité dans le commerce de peluches à Zé, ces jouets ont aussi des utilités rituelles. Cela entretient un tas de stéréotypes autour de potentielles nuisances spirituelles. Moi, je suis musulman et dans ma religion, ce n'est pas autorisé. Si tu prends et tu déposes dans ta chambre, c'est comme si tu adores encore un autre Dieu à part Allah. Pour d'autres personnes, ils disent que bon, c'est les esprits qui rentrent dedans. Ou bien si tu déposes dans ta chambre, peut-être un esprit de ton village va venir rentrer dedans et ça ne va pas de tout monter la nuit. Les histoires autour des esprits ne sont que des fictions de cinéma. En vrai, il n'en est rien. Il y a celui qui va acheter ça, maintenant il va dire non, je ne vais pas acheter ça pour mon enfant. Il y a un esprit mauvais. Il n'y a rien dedans. C'est nounours simple. C'est nounours simple, il n'y a rien dedans. On achète ça, les gens achètent ça pour les enfants, pour s'amuser à la maison. Neuves, les peluches valent autant que leur taille, 10 000 francs CFA au moins, à partir de 60 cm. En friperie, les coûts sont plus bas. Dans le département de la Donga, elle porte la voix des populations de Kopargo et de ses environs. Née en novembre 2022, Ntaneka FM émet depuis le centre-ville sur la 93.5 MHz. Informer, éduquer, sensibiliser et unir, c'est la mission de cette radio communautaire. Abdou Sabi a fait un tour. Suivez plutôt. À Kopargo, rien n'indique sa présence et pourtant, c'est d'ici que résonne la voix de Ntaneka FM. Ntaneka FM, 93.5 MHz. Locaux modeste, grande ambition. Lancé en novembre 2022, Ntaneka FM structure ses activités autour de la production, de l'animation et d'émissions interactives. La radio couvre Kopargo et ses environs. Notre ligne éditoriale, c'est le développement à la base. Et qui part du développement à la base, part de l'agriculture et de l'élevage. Raison pour laquelle nos émissions tournent autour de l'agriculture et de l'élevage. Ntaneka FM est confronté au problème de mobilisation financière à la base. Et puis aujourd'hui, le portable aussi a fait que les communiqués que les radios pouvaient relayer pour trouver un peu afin de prendre de l'énergie, crédit, et puis le Wi-Fi, aujourd'hui c'est un peu problématique. Autour de la table, Rafiou Akaya Yolou dirige la conférence de rédaction. Ultime filtre avant la descente des journalistes sur le terrain. Ici, les sujets abordés collent au quotidien des populations desservies. Ici, à la rédaction de Ntaneka FM, on aborde très souvent des sujets liés à l'élevage, à l'agriculture. Et le problème le plus criard, c'est sur le terrain. Sur le terrain où on a souvent des sujets, mais avoir les personnes ressources, c'est une difficulté. Déjà conquis, les auditeurs plébiscitent certaines émissions et en réclament de nouvelles. L'émission samedi soir là aussi, ça nous fait plaisir. Et encore, nous voulons aussi demander à Ntaneka FM s'ils pouvaient nous augmenter une émission pour le développement de la commune de Kopargo en ligne. Chacun doit passer en ligne pour dire les difficultés qui se passent dans la commune. À Ntaneka FM, c'est la diversité des langues et des cultures. Les émissions et journaux sont déclinés en Ntaneka, Sola, Lokpa, Dendi, Fulfulde et français. Bienvenue dans votre édition de la soirée, le Ntaneka Info Soir.
On parle à présent de la grande marche de remerciements et d'hommage ce 1er mai au président Patrice Talon. C'est une initiative des jeunes de la mouvance venus de tous les départements du Bénin avec le soutien des ténors du Bloc républicain et de l'Union progressiste Le Renouveau en ce jour qui marque son anniversaire de naissance. Ces jeunes ont salué avec fierté les grandes actions de développement menées sous le régime Talon. Virgile Larodéon. Porté par les responsables au plus haut niveau du bloc républicain et de l'Union progressiste Le Renouveau, la jeunesse de la mouvance présidentielle s'est illustrée ce 1er mai dans une démonstration de force. Du hall des arts à la place de l'Étoile rouge, ils ont paradé avec fierté pour d'abord exprimer leur bonheur d'appartenir à un pays qui a irréversiblement pris parti pour son développement sous le leadership du président Patrice Talon. Cette marche, c'est un message fort. Un message de soutien, un message d'engagement, mais aussi un message adressé à tous ceux qui doutent encore que la jeunesse béninoise a choisi le chemin du travail et du travail bien fait. Venus de toutes les contrées du Bénin, ils ont surtout tenu à dire toute leur reconnaissance au président Talon qui, en une dizaine d'années, a travaillé à améliorer l'image du Bénin sur les plans infrastructurels, politiques, culturels et touristiques. Oui, Monsieur le Président, sous votre conduite, le Bénin a changé d'échelle et de stature. Les infrastructures structurantes ont émergé. La gouvernance publique s'est consolidée autour de l'exigence et de la rigueur. Grâce à votre vision, à votre courage et à votre sens de l'État, notre pays figure aujourd'hui parmi les destinations incontournables de 2026. Ce résultat procède d'une volonté ferme et d'un amour profond pour la patrie. Votre empreinte, Monsieur le Président, s'inscrit désormais durablement dans l'histoire de notre nation. Vous avez redonné confiance au peuple, autorité à l'État et crédibilité à l'action publique, tout en conférant au Bénin un rayonnement nouveau et incontestable. Cette grande marche de remerciements intervient, faut-il le souligner, ce 1er jour du mois de mai, date anniversaire de naissance du chef de l'État et le mois dans lequel il passera le témoin à son successeur. Une façon pour ces jeunes de le porter en triomphe avant le 24 mai prochain. Je vous invite à présent à suivre les impressions de quelques participants à l'issue de cette grande manifestation de reconnaissance au chef de l'État. D'abord, il faut déjà voir la ferveur qui montre que la jeunesse est très satisfaite du sacrifice et de tout le travail accompli par le président Patrice Talon. Nous sommes venus aujourd'hui, nous avons profité de l'occasion de son jour d'anniversaire pour lui exprimer notre gratitude et lui souhaiter un joyeux anniversaire et une bonne retraite comme lui-même il a souhaité. Et surtout en allant, il nous a laissé un grand champion que vous connaissez, le président élu Robert Ouadaï, qui va continuer l'œuvre entamée depuis 2007. C'était une occasion pour donner l'exemple, avec tout ce qui se passe autour de nous, que les jeunes, au lieu de se mettre à vociférer, lancer des cailloux, qui viennent applaudir un président en fin de mandat, ça donne beaucoup d'espoir et ça nous appelle, nous autres parents, à nos devoirs, que nous puissions réfléchir et que nous puissions accompagner dans cette euphorie les jeunes à aller droit vers ce que celui qui sont venus applaudir leur a promis, l'apothéose. Et l'apothéose, c'est le travail bien fait et c'est le développement. C'est rare qu'un chef de l'État ait fini son mandat en beauté. Donc nous avons profité de cette occasion pour lui dire merci pour ces différentes actions en faveur des populations béninoises. Vous voyez, on n'a même pas besoin de faire la liste. Ça se voit aujourd'hui. Les aveugles même ont vu, les sourds ont entendu. Nous le recommandons à Dieu le Père Tout-Puissant. Que Dieu le bénisse, que Dieu le fortifie. Fortifie toute sa famille, son époux, ses enfants. Et qu'il soit toujours là avec nous, continuons à bénéficier de ses conseils. Que Dieu le garde et une fois encore, joyeux anniversaire à lui.
La nouvelle mandature communale de Cotonou a tenu les 28 et 29 avril 2026 sa première session ordinaire sous la présidence du maire Luc Nyankadia. Les conseillers ont posé les bases de leur gouvernance, les priorités pour les mois à venir et surtout les engagements concrets pour améliorer la gestion de la ville. Ce sont les principaux points à l'ordre du jour de cette première session. Voici le compte rendu. Dans la municipalité de Cotonou, la nouvelle mandature prend ses marques. Sous la direction du maire Luc Nyankadia et en présence du secrétaire exécutif de la mairie, le conseil communal tient sa toute première session ordinaire de l'année. Ce mandat, à mon sens, devra avoir ou rompre ou éviter 3 pièges classiques des administrations publiques locales. Une gestion exclusivement réactive, l'absence de claires priorités qui sont conduites sur la durée et surtout l'absence d'une culture de résultats mesurables. Au cours des travaux, le rapport d'activité du premier trimestre 2026 est adopté, tout comme celui du conseil de supervision. Entre performances administratives et transformation durable, les sillons des actions à mener sont ainsi tracés. Nous devons sortir de la gestion fragmentée pour entrer dans une logique de transformation structurée autour de grands programmes. Et voici ce que je vous propose. Cotonou propre et digne. Cotonou productive et davantage productive. Cotonou ville résiliente. Cotonou avec une mobilité compacte. Cotonou avec une sobriété foncière. La ville est comprimée entre l'océan Atlantique et le lac Nokwe et avec nos communes voisines. Et nous n'avons presque plus de réserves administratives. La sobriété foncière passe par la responsabilité dans la gestion du foncier. Nous devons avoir un cap clair, le cap 2030, pour célébrer ce bicentenaire. Et pour tout cela, doter Cotonou d'une administration de résultats. Cette première session sonne comme le début d'une nouvelle ère. La mandature est notamment attendue sur le terrain des actions concrètes pour le développement de la ville de Cotonou. Instituée en 1997, la Journée africaine de la prévention des risques professionnels est à sa 30e édition. Pour commémorer cet événement majeur, la Caisse nationale de sécurité sociale a organisé ce jeudi à Cotonou un atelier de réflexion sur les défis liés à la prévention des risques professionnels sur le continent africain et les perspectives y afférentes, positionnées sous le patronage du ministre du Travail et de la Fonction publique. La cérémonie inaugurale a rassemblé acteurs institutionnels et partenaires sociaux. Voici le reportage de Hugues Vingbe et Jocelyn Bariga. 2230 en 2021, le nombre total de cas d'accidents de travail est passé en 2025 à 2294. Une tendance haussière entretenue par le faible niveau de culture de la prévention des risques professionnels dans certains secteurs et le non-respect des normes de sécurité. À ces constats s'ajoutent les mutations économiques, technologiques et environnementales, source de nouvelles menaces en milieu de travail. Pour la Caisse nationale de sécurité sociale, il urge, à l'occasion de cette 30e édition de la Journée africaine de prévention des risques professionnels, de sensibiliser le grand public sur l'évolution du sujet en Afrique. Une visée déclinée en 5 points clés. 1. Dresser le bilan des actions menées en matière de prévention des risques professionnels. 2. Identifier les défis persistants ainsi que les risques émergents. 3. Promouvoir des stratégies innovantes et durables de prévention. 4. Renforcer les capacités des acteurs du monde du travail. Et 5. Encourager le partage d'expériences et de bonnes pratiques. JAPRP, 30 ans après, bilan, défis persistants et émergents de la prévention des risques professionnels en Afrique. C'est le thème central de ce conclave auquel est greffé un sous-thème formulé perspectives stratégiques pour une prévention durable à l'horizon 2040. Il nous invite à inscrire notre action dans une vision prospective fondée sur l'anticipation, l'innovation et la durabilité. À cet effet, nous sommes appelés à faire évoluer nos approches
vers une prévention plus proactive. Travaux de groupe et partage d'expériences sont à l'agenda de cet atelier. Impossible, ce n'est que mort. À Parakou, médecins, magistrats et acteurs sociaux en conclave autour de la lutte contre les violences basées sur le genre. Au cœur des échanges, la délivrance des certificats médicaux aux victimes d'agressions sexuelles, une étape cruciale dans le processus judiciaire, mais aussi les mécanismes à renforcer pour améliorer leur prise en charge. Durant ces assises, les participants ont réfléchi à une meilleure coordination entre les différents acteurs impliqués afin de garantir aux victimes un accompagnement à la fois rapide, efficace et respectueux de leur dignité. L'objectif est clair, lever les obstacles qui freinent l'accès à la justice et offrir un cadre plus sécurisé aux personnes victimes de violences. Epiphane Tchabi, Socrata Dantolé. La lutte contre les violences basées sur le genre est de nouveau au centre des échanges à Parakou. Médecins, magistrats et acteurs sociaux participent à un atelier de 2 jours sur les certificats médicaux délivrés aux victimes d'agressions sexuelles. Nous étions à la dernière session du cadre de concertation départementale des acteurs de lutte contre les violences basées sur le genre de 2025, lorsque les magistrats ont soulevé la question du contenu des certificats médicaux délivrés aux victimes, surtout violences sexuelles, et qu'on leur envoie. Nous en avons fait une recommandation lors de cette session-là. Nous avons négocié avec les partenaires techniques. Organisée avec l'appui de Enabel de Médecins du Monde Suisse, la rencontre vise à harmoniser les pratiques et renforcer la prise en charge des victimes. Nous sortons de cet atelier avec vraiment des solutions. D'abord qu'il y ait une compréhension harmonisée du contenu des certificats médicaux que les médecins délivrent, que les magistrats aient les mêmes compréhensions et qu'on propose une solution pour le paiement des frais des certificats médicaux. À l'occasion, les autorités ont rappelé que le gouvernement béninois a fait de cette lutte une priorité nationale. Le gouvernement de son Excellence Patrice Talon a inscrit au chapitre de ses priorités la promotion de la femme et la protection de ses droits. Cette volonté politique affichée s'est traduite par la création de l'Institut national de la femme et l'adoption de nombreux textes législatifs et réglementaires, dont l'arrêté interministériel portant conditions de délivrance du certificat médical aux victimes des violences basées sur le genre. Prévu pour 2 jours, l'atelier s'achève ce mercredi avec à la clé plusieurs recommandations attendues pour améliorer davantage la synergie d'action sur le terrain. On parle à présent de la fête du travail à la Haute Cour de justice. Plusieurs temps forts ont meublé cette célébration. Il s'agit notamment de la lecture des difficultés et doléances des agents de l'institution, suivi de la présentation du tout premier rapport de la Haute Cour de justice au titre de l'année 2024-2025. La cérémonie s'est déroulée dans la matinée de ce jeudi au sein de l'institution en présence de sa présidente Ingrid Der. Repenser à la durabilité des contrats. Il s'agit de l'une des doléances du personnel de la Haute Cour de justice adressée à la présidente de l'institution à cette rencontre dédiée à la fête du travail. Moment de reconnaissance de mérite et de valorisation de l'engagement quotidien des agents au service de la Haute Cour de justice, cette célébration a permis au cadre de porter à la connaissance de la professeure Dandé-Niamou les difficultés dans l'exécution de leurs différentes missions. La note de synthèse que nous avons l'honneur de vous remettre les regroupe selon 2 orientations principales. D'une part, la sécurisation et la stabilité des situations professionnelles qui touchent à la durée des engagements, à la couverture sociale et à l'accompagnement des agents. D'autre part, l'amélioration de l'efficacité et des conditions d'exercice du travail. Après la lecture et la remise de la note de préoccupation des fautes vives de l'institution à la présidente, place à la présentation du premier rapport de la Haute Cour de justice. Le document produit au mois d'avril 2026 se déploie sur 95 pages et restitue les activités des années 2024-2025. Mais je crois qu'il ne s'agit pas seulement d'un rapport. Il s'agit, comme rappelé plus haut, du tout premier rapport annuel d'activité jamais édité à la Haute Cour de justice depuis sa mise en service en 2001. Il s'intitule « Haute Cour de justice,
une nouvelle ère juridictionnelle. Nous avons le rapport aujourd'hui, mais le rapport est le fruit de petites choses faites par chacun d'entre vous avec rigueur, avec constance. Cette journée nous donne l'occasion, au-delà de la valorisation de l'effort et du travail, de voir le chemin parcouru et de tracer les trajectoires futures. La professeure Dandé-Niamou invite par la même occasion les forces vives de la Haute Cour de justice à redoubler d'efforts pour redorer le blason de l'institution. Et pour finir, après 4 ans en terre béninoise, Amadou Diong, représentant résident de la CEDEAO, a entrepris une tournée de revoir dans les institutions béninoises qui l'ont accueilli à son arrivée et l'ont accompagné dans sa mission. Il était ce jeudi au cabinet de la présidente de la Haute Cour de justice pour lui faire ses adieux. Il n'a pas manqué de faire le bilan de son passage au Bénin. On va l'écouter. Je suis venu voir la présidente de la Haute Cour de justice de la République du Bénin pour lui faire, comme on dit en diplomatie, mes adieux. Je fais une petite tournée des institutions pour dire au revoir aux frères et sœurs du Bénin qui dirigent ces institutions et qui m'ont accueilli pendant les 4 années que j'ai passées dans ce beau pays. Donc, au moment de prendre congé, il est bien naturel pour un diplomate d'aller à la rencontre de tous ceux qui ont facilité ce travail, parce que sans ces chefs d'institution, il n'y a pas de résultat possible. Et si j'ai pu, un temps soit peu, avoir quelque chose à emporter avec moi dans ma besace de diplomate, c'est bien sûr parce que des chefs d'institution comme Madame la Présidente de la Haute Cour m'ont apporté leur soutien et m'ont ouvert leurs portes et leur cœur. J'ai remercié la Présidente, je l'ai félicitée pour tout ce qu'elle essaie de faire à la tête de cette institution pour que, effectivement, la responsabilité et la redevabilité soient au cœur de l'action de ceux à qui les citoyens ont confié le destin du pays. Dans notre métier, il y a 2 aspects qui se valent, je crois. Parce qu'un diplomate dans un pays, c'est vrai, c'est des résultats au plan technique, mais ces résultats techniques ne peuvent être atteints que si on y est heureux. J'ai été heureux au Bénin. Et je pense que c'est pour cette raison que je peux dire que j'ai essayé de faire quelque chose. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Passez un très bon week-end en compagnie de nos programmes.